24 avril 2022. Le président candidat, Emmanuel Macron, est réélu. Et c'est peut-être une nouvelle histoire qu'il tente d'écrire dès ce soir-là. Les photographes n'ont pas eu le choix de l'endroit. Perchés sur une tribune, d'où chacun sortira la première photo, celle de la victoire. Merci. Jean-Claude Coutos est un habitué des soirées électorales. Merci, chers amis. Ce soir, au milieu des autres, il cherche la bonne image, celle qui, demain, fera la une du journal Le Monde. Des présidents, la Ve République en a déjà connu 7 autres. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Hollande. Chacun a tenté de laisser une trace et une image de lui-même qui pourtant souvent lui a échappé. Fabriquer une image présidentielle est un art subtil, fragile, où tout est question de réglage de lumière et d'une chimie particulière. Lorsque l'on développe une photo, il faut toujours tester le temps d'exposition à la lumière pour obtenir l'image que l'on souhaite. Trop s'exposer, c'est prendre le risque de brûler son image. Mais ne pas s'exposer assez, c'est peut-être risquer pire encore pour un homme politique. Rester dans l'ombre. Alors souvent les chefs d'État tâtonnent, font des essais, réajustent. Mais il y a toujours quelque chose qui leur échappe. Et l'image que nous nous faisons d'eux au fil du temps n'est pas toujours celle qu'ils avaient prévue. Alain Genestar est journaliste, patron de presse et ancien directeur de la rédaction de Paris Match. Des photos d'hommes politiques, il en a publié beaucoup. Il se consacre maintenant à Polka, sa galerie et son magazine photo, pour des images toujours aussi politiques. Dans quelle mesure les photographes participent à la fabrication de l'image d'un président ? Il est tout de savoir si c'est volontaire, ça s'appelle un photographe officiel, ou si c'est la conséquence de leur acte photographique. À partir du moment où vous prenez une photo, vous n'êtes pas maître de ce qui va se passer devant votre objectif, surtout pour un homme politique, et encore plus pour un président. Vous n'allez pas le surprendre comme ça. Donc déjà, les circonstances de la photo sont décidées par le personnage lui-même ou son entourage. Après, un personnage politique joue un rôle. Ce qu'on essaie de faire quand on est photographe, et notamment quand on est photographe politique, c'est d'essayer de gratter un peu la surface pour connaître le personnage. Marc Brincourt, j'ai été rédacteur en chef photo à Paris Match pendant 37 ans. Et ma spécialité au service photo de Paris Match, c'était un peu ce qu'on appelle un peu communément les grands dossiers, les grandes morts, les grands événements, les anniversaires, choses comme ça. Voilà. Donc une spécialité qui me fait plonger systématiquement dans les archives de Paris Match. Paris Match, le poids des mots, le choc des 15 millions de photos archivées depuis sa création en 1938. Parfait. Et ben voilà. Paris Match et ses 3,5 millions de lecteurs par semaine, c'est un passage obligé pour à peu près tout homme politique en course pour la présidence. Des instants volés, organisés, familiaux ou professionnels,
qui construisent peu à peu l'image qui restera. Une photo politique, pour moi, c'est pas forcément une photo d'un homme qui harangue la foule derrière un micro sur une estrade ou sur un plateau de télé. Pour moi, la photo politique, c'est de ramener cette personnalité politique, homme, femme, au plus près des Français, de nos lecteurs. C'est-à-dire de les faire descendre de l'estrade et qu'ils nous emmènent chez eux, pour que les gens s'identifient à cette personnalité. Les politiques savent depuis longtemps combien ils ont besoin d'images pour exister. Dans les années 50, René Coty est le premier à ouvrir le bal des séances photos de l'intimité d'un président. Servi par sa femme ou en robe de chambre, les photos n'ont rien de vraiment naturel. Le général de Gaulle, lui, accepte sans grand enthousiasme de faire entrer les photographes pour une séance photo dans son salon. Mais quelques années plus tard, Georges Pompidou ouvre une nouvelle voie. Il sera le premier à comprendre comment jouer avec son image et avec les photojournalistes. Pompidou va emmener notre photographe dans sa vie privée, en tant que candidat et après en tant que président de la République. Et là, vraiment, on va avoir des images qu'on n'a jamais vues, comme par exemple celle-ci. C'est vraiment la première fois qu'on assiste à un conseil des ministres. On a un conseil des ministres et hop, le photographe continue à suivre Georges Pompidou et là, on est vraiment dans sa vie, quoi. Donc on a ce président qui va chercher le bois, qui est en train d'alimenter son feu de cheminée, qui embrasse sa femme, avec ce petit-fils, voilà. Et puis quand Georges Pompidou va par exemple au fort Grandson, et ben voilà, il nous emmène et il va sur un bateau, sa femme est à côté, Claude Pompidou le photographie avec un Polaroid, on est dans l'intimité, dans les vacances. D'autres vacances encore, ça c'est quand même une série qui est assez exceptionnelle, c'est Georges Pompidou à la pêche à la crevette, avec ses amis. Voilà, le titre c'était « Sur la côte bretonne, voici Georges, entre guillemets, pêcheur de crevettes ». Et ça, les lecteurs de Match vont aimer ça. Et quelle est la différence entre une photo politique et une photo de communication ? Bah là, il y a une frontière, évidemment. Souvent, on va demander à un homme ou une femme politique de rentrer un peu dans sa vie privée, comme on l'a fait souvent. Bah pour moi, Georges Pompidou, c'est le cas type. C'est-à-dire que Georges Pompidou a cette image de banquier, de Rothschild, voilà. Et je pense qu'il a voulu donner une autre image au lecteur de Match. Oui, j'ai une maison de campagne. Oui, je vais en Bretagne à Carjac dans ma maison. Oui, je vais pêcher la crevette avec mon épuisette. Là, il y a un message qu'il veut donner. Donc, c'est de la com. Oui, entre le photojournalisme et la communication, il y a une grosse différence. C'est le commanditaire. La commande est essentielle. Qui t'a commandé la photo? Est-ce que c'est un journal ou est-ce que c'est un politique? Ou est-ce que c'est la Maison-Blanche ou l'Élysée? Si un jour j'acceptais une commande de l'Élysée, je changerais complètement mon logiciel, j'essaierais plus du tout de chercher cet espace, ce petit espace de liberté qui me reste dans tout ce dispositif. Mais bon, j'irai faire des images assez flatteuses pour le gars qui me paie, quoi. Je m'appelle Jean-Claude Coutos, j'ai une quarantaine d'années de reportage photographique derrière moi. Pas mal de reportages internationaux, mais aussi beaucoup de photographies politiques pour Libération dans les années 80 et pour Le Monde depuis 16 ans. Pourquoi tu fais de la photo? Pourquoi je fais de la photo? Peut-être parce que je ne sais pas assez bien dessiner. Dans ma province,
Moi qui rêvais d'un métier où on roule en voiture de sport, où on fait le tour du monde et toujours accompagné de jolies filles. Bon, à l'époque, au milieu des années 70, reporter photographe, il n'y avait rien de plus sexy, quoi. Quand tu accompagnes le président de la République, ben le but, c'est de sortir des cordons, quoi, et de s'approcher de plus près du personnage qu'on suit. Et pour ça, les 30 années précédentes m'ont beaucoup appris, puisque je considère que la désobéissance, c'est une des principales qualités du photojournaliste. Tu peux te présenter. Oui, je suis Sébastien Calvé, je suis photographe et éditeur photo. J'ai travaillé successivement à Libération, au site lesjours.fr et aujourd'hui je suis à Mediapart. Pour moi, la photographie est un prétexte à vivre des choses, à rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés et des lieux où je ne serais pas allé si j'avais pas eu un appareil photo autour du cou. Je crois qu'on est photographe et on fait de la photographie de manière générale avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on aime. Et j'aime l'abstraction et j'aime la politique, donc j'essaie de faire se rencontrer les deux. C'est un photographe qui a ce talent de se dire je vais me mettre à un autre endroit. D'ailleurs, sur les photos de Calvé, on voit souvent les autres photographes. Il y a notamment cette photo de François Hollande qui saute de la tribune. Bah, c'est une magnifique photo politique. On est à Tulle en Corrèze au soir du premier tour de la présidentielle de 2012. Moi, je couvre toute la campagne pour Libération. Le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève. Ça fait longtemps que je photographie François Hollande, donc je connais quand même un petit peu le bonhomme par des gestes, des regards. Et c'est plutôt quelqu'un qui est en capacité de déborder le protocole et la sécurité. S'il voit quelqu'un de l'autre côté de la rue qui l'intéresse, à qui il a envie d'aller dire bonjour, il va traverser la rue. Et quand il a fini son discours, je vois qu'il fait à son officier de sécurité qu'on voit sur le côté, il fait comme ça. Et là, je comprends qu'il va sauter de la tribune, en fait. Et j'entends à ce moment-là l'équipe de François Hollande qui fait « Non, François, non !» Et je déclenche plusieurs fois. Puis là, il part faire un bain de foule. Je me fais complètement déborder par les gens autour de moi. Mais en fait, je sais que je m'en fous, que je vais plus faire de photos parce que je sais que c'est ça, la photo. Et je pars directement transmettre cette photo qui va apparaître dans le journal le lendemain. Et l'air de rien, s'il se réceptionne mal, c'est pas non plus un grand sportif, s'il se réceptionne mal et qu'il se foule une cheville ou pète une jambe, il reste quand même 15 jours de campagne pour aller vers le deuxième tour. Ce serait quand même pas le meilleur de moments pour se péter un pied. J'en ai discuté avec François Hollande, où je lui dis mais quand même c'était quand même un peu inconscient de sauter de cette tribune à ce moment-là. Et là il m'arrête, il me dit non, vous dites que je saute, mais je saute pas, moi je m'envole. Quel est le premier président que tu as pris en photo? À Giscard. Giscard, j'étais au service cinéma des armées. J'avais 20 ans. C'était la première fois que je photographiais un homme politique. C'était aussi ma première parution, je crois, dans le magazine de l'armée qui s'appelait TAM, Terre, Air, Mer. Moi, j'ai grandi comme ça, à De Gaulle, Pompidou, avec des images très strictes, très figées, très institutionnelles. Giscard sortait de ça, quoi. Donc, voilà. Après, je l'ai vu, le jour où je l'ai vu de près, je me souviens de cette image, oui, quand il avance devant les troupes, mais aussi, à un moment, j'ai pu l'approcher, parce que c'était une époque où tu pouvais approcher n'importe quel homme politique, y compris un président, de très près, faire le tour, le photographier. T'avais pas 3 flics qui te prenaient, un chien qui te bousculait, qui t'a ramené vers un carré presse. Non, ça c'était... Je me souviens que, bon, ce gars était grand. Et puis c'était la première fois que je voyais un président. Ouais, c'était un moment... Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que il y a aussi ce qu'on appelle
la solitude du président. Donc là, c'est Giscard. Donc là, il a reçu Macht, il donne une grande interview politique. Mais pour illustrer ça, on a un Giscard qui est en train de lire un papier dans les jardins de l'Élysée. Très belle photo. Et là, en train d'annoter, en train de prendre des notes quelque part. Il pose pas. C'est une fausse pose. Évidemment, il sait que le photographe est là, mais voilà, il n'est pas plan-plan devant l'objectif. Donc ça, c'est une grande... oui, c'est sur 8 pages d'interview. Alors, est-ce que Giscard, il a changé d'image en cours de mandat? Parce qu'il arrive avec une espèce de modernité incroyable, il fait des réformes... C'est exactement ça, c'est un mélange, parce que ça a été un grand président quand même, qui a fait bouger les choses. Il a amené une modernité, enfin, la majorité à 18 ans, les VG, enfin, c'est lui tout ça. Il a transformé vraiment la société française, mais tout en étant dans un habit d'une certaine bourgeoisie, aristocratie, je dirais un peu ce mélange de ça, d'homme. Il a essayé de donner une autre image de lui, je pense, mais son image de raideur, de rigueur est restée jusqu'au bout. Valéry Giscard d'Estaing a pourtant bien essayé de se démarquer de ses prédécesseurs. En 1974, sa photo officielle est pensée comme une rupture, mise en musique par le peintre et photographe Jacques-Henri Lartigue. Il a voulu une photo qui ne soit pas conventionnelle, qui soit plus jeune que vieille, plus gaie que triste. Et comme était ce président, lui, il ne se voulait ni dans une attitude trop gaulienne, ni surtout pas dans un président normal, mais dans un président qui faisait bouger les choses. Et bien sûr, il a fait bouger les choses dans les premières années. Après, ça, c'est un peu compliqué, et il s'est un peu figé. Mais dans les premières années, il faisait bouger les choses. Il y avait une modernité. Ça avait commencé un peu sous Pompidou. Mais là, et ce drapeau bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Une fois que les présidents arrivent à l'Élysée, ils posent pour leur portrait officiel. Est-ce que cette photo est l'image qu'ils veulent imposer pour le futur? Moi, sincèrement, pour ma part, que ce soit un homme d'image, hein, les photos, tout ça, j'ai jamais vraiment saisi cette photo. Pour moi, c'est quelque chose de... je dirais pas carte postale, mais presque. Je vois pas le message dedans. C'est quand même une photo de communication de la part des présidents. Ils communiquent, ils disent voilà, le septennat, en tout cas Giscard, on peut dire ça de François Hollande aussi, qui choisit un photographe. Et qui fait une photo très différente de ce qui a toujours été fait auparavant. Oui, on est dans les jardins. On voit le bâtiment à gauche, il y a un peu de mouvement, puis à gauche, on voit, il y a le drapeau européen. Je sais pas, ouais, c'est différent, mais bon, Chirac, c'est la même photo, pratiquement. De Bettina Reims. Bettina Reims, avec... je me souviens d'ailleurs, quand on avait reçu cette photo, la première chose qu'on voit, c'est le bouton. Mais voilà, non, je sais pas, sincèrement, quand vous connaissez la personnalité de Chirac, est-ce que cette photo-là, vous dites, bah voilà, ça c'est Chirac? Non. Quand Bettina Reims immortalise Jacques Chirac pour ce portrait officiel, qui restera 12 ans dans toutes les mairies de France, elle choisit pour cadre les jardins de l'Élysée. Un portrait réalisé en à peine 20 minutes de celui qu'elle dit voir comme un cow-boy. Est-ce que tu te souviens du premier président de la République que tu aies photographié? Oui, c'était Jacques Chirac. J'ai voulu être photographe depuis que j'ai 12 ans, donc j'en avais à cette époque 25. J'arrivais à l'Élysée, et donc c'était impressionnant d'aller à cet endroit-là. Mais en plus, quand Chirac est arrivé et que je l'ai vu dans le viseur de mon appareil photo, ça m'a encore plus impressionné. À ce moment-là, je me suis dit, ah ça y est en fait. Parce qu'on peut regarder plein d'images, on peut regarder plein de travaux de photographes, mais quand on est soi-même dans une situation où la personne que vous connaissez, que vous avez vue à la télé depuis des années et des années, que vous avez l'impression de connaître intimement, bah, elle se retrouve dans le viseur de votre appareil photo. Et alors là, la liaison, elle est très très différente. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai refotographié Jacques Chirac après plusieurs fois jusqu'à sa mort. Et c'est compliqué parce que Jacques Chirac, c'était déjà c'était presque un dessin à lui seul. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... le personnage correspondait vraiment à sa caricature.
Alors ça, c'est une de mes photos préférées de Jacques Chirac. Là, il est Premier ministre, on est dans l'intimité du pouvoir. Il a effectué une sorte de tour du monde en Concorde. Il a visité je ne sais pas combien de pays, c'est une sorte de record. C'est une photo politique parce qu'elle montre, elle a une signification. On peut même dire une signification politique. Ça montre la décontraction d'un homme ou la concentration d'un homme. Il se repose. Une photo, par définition, qui est destinée à la presse, a une légende. Sur cette photo de Jacques Chirac, on va vous en donner les circonstances. Donc s'il se rend à une réunion importante, une rencontre avec un chef d'État, c'est important de le montrer dans quel état il se trouve à ce moment-là. Alors, évidemment, est-ce qu'il dort vraiment? Est-ce que cette photo est posée ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est une posture tout à fait à la Chirac, les mains sur le ventre, en train de faire la sieste. Alors peut-être quand même que c'est une sorte de composition parce qu'il existe la même photo sans le masque. Mais en tout cas, ça nous donne cette photo-là, qui fait partie de ces photos qui rendent le personnage sympathique. Oui, effectivement, c'est toujours l'image qu'il a voulu donner de lui. Et je dis l'image qu'il a voulu donner de lui. Parce que c'est pas complètement son image, c'est pas que ça. C'est pas l'image qu'il avait à l'époque où il était président. On disait que c'était un feignant, on disait que c'était un escroc, on disait qu'on lui... Voilà, on était à mon avis, dans un excès inverse. Et alors, toi, en tant que photographe, qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu vas montrer? Moi, je vais raconter exactement ce que je pense du personnage. J'ai toujours trouvé Chirac comme un type plutôt sympathique, plutôt juste et mal entouré. Mais avec Chirac, tous les grands gestes qu'il faisait, tu avais toujours possibilité de le tuer en un 125e de seconde. C'était très facile. Et mon journal était très très friand de ces images un peu drôles où on ridiculisait le personnage. Je peux dire que j'étais presque payé pour ça. Et un jour, je lui dis, je vais venir vous voir avec des photos politiques, de personnages politiques qui, eux, se montrent beaucoup plus à leur peuple que vous. Et je suis venu avec un paquet de photos, et il y avait Claude Chirac qui était à côté, et il y avait des photos très, très, très belles et très étonnantes de grands personnages du moment, Gorbatchev avec sa femme, Margaret Thatcher qui faisait la cuisine, etc. Pompidou, pêche à la crevette, Giscard faisant du ski, et toujours avec la famille autour. Et j'ai dit, vous, Monsieur le Président, oui, on a des photos de vous, mais par exemple, votre petit-fils, personne ne le connaît. Et c'est ma vie privée, je ne veux pas montrer. Et c'est 15 jours, 3 semaines après, Claude Chirac m'appelle en disant, le Président est d'accord, mais on va faire une opération avec un photographe au fort de Brégançon. Jacques Chirac descendait avec son petit-fils, et le photographe était pas très loin, et prenait des photos. Et ça a donné de très très belles photos. On a fait le titre de match, c'était Chirac grand-père, et on le voit avec ses baskets improbables, et puis son petit-fils sur les genoux. C'était une belle image, puis après il se promène. Donc vous voyez, c'est pas mentir que de faire ça, la scène est vraie. Il devait avoir ce genre de rapport avec son petit garçon. « 15 ans après la fin de son mandat, quelle image gardons-nous vraiment de Jacques Chirac? Un grand-père? Un homme politique indéboulonnable qui semble avoir traversé la Ve République malgré les affaires? Un amateur d'art? Ou bien un type sympa, lié à jamais à l'histoire du Salon de l'Agriculture? C'est la caricature totale, et en même temps, là, c'était une caricature un peu fanée, quoi. Il était fatigué, il commençait à être malade, il avait du mal à se déplacer. Et le Salon de l'Agriculture, c'est un des pires trucs à photographier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, on passe d'un stand à l'autre, on passe plus de temps à essayer de se faire une place que vraiment cadrer quelque chose. Donc, on essaie de faire des images en rétro de souris, et là, on voyait bien, au fur et à mesure qu'il avançait, que c'était très, très difficile, qu'il était très, très diminué, très fatigué. Il met la main sur l'épaule de Christian Jacob, avec Bruno Le Maire à côté. Et c'est un moment assez émouvant parce qu'il voulait être là. Donc voilà, moi j'ai essayé de photographier ce moment très désordonné, avec une sécurité en panique, comme on voit au premier plan. Et puis ce Chirac qui
qui marche vraiment à petits pas et dont on sent quand même le crépuscule, quoi. Donc c'était... C'est la dernière photo de Chirac que tu as faite? Je pense, ouais. Je pense. Et est-ce que du coup c'est l'image que tu gardes de lui? C'est une des images que je garde de lui. Mais après, moi, j'ai pas énormément photographié Chirac parce que je me suis intéressé à des politiques de génération qui venaient vraiment derrière. Et encore une fois, c'était un moment où on changeait d'époque, quoi. On passe de Chirac à Sarkozy, on change de génération, on change d'époque, on change de personnel politique, on change de manière, de style, voilà, tout ça. Donc, c'est très différent et c'est une photo vraiment charnière. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une photo charnière. On passe à autre chose, quoi. On va passer à autre chose. Et on le sent. Donc évidemment, c'est assez touchant. Et quelle image vous gardez de François Mitterrand? Il y en a beaucoup de François Mitterrand, il y en a énormément. Est-ce que c'est la silhouette avec le chapeau? Est-ce que c'est la photo avec Helmut Kohl? Puis avec un petit encart de C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde? C'est la première fois qu'on a, dans l'époque moderne, un président de la République qui reste 14 ans. Donc en 14 ans, d'abord on le voit vieillir, on le voit atteint par la maladie. C'est la première fois aussi que on découvre que le président a une petite fille et que c'est dévoilé dans la presse. Donc c'est une succession de premières. Donc il faut choisir des images du président qui marquent toute cette période, plutôt qu'une seule. Quelques mois avant la fin de son septennat, une photo de paparazzi, publiée dans Paris Match, va profondément marquer l'image de François Mitterrand. Là, je pense, on n'est pas dans la com. C'est pas une fausse paparazzade, c'est une vraie paparazzade. Mais, disons que, peut-être, qu'au moment où il sort du Guy Vélec, le restaurant, où il a l'habitude de déjeuner avec Mazarine, mais il arrive avant, elle arrive après, ou c'est l'inverse, mais ils sont jamais ensemble. Là, tout d'un coup, ça dure quelques minutes, ils sortent tous les deux, et Mitterrand, je crois, pose la main sur son épaule, voilà. Et là, il y a un photographe. Donc là, ça arrive à Match. Et là, on rentre dans sa vie privée, pas une paparazzade. Là, c'est Roger Théron, qui est aux commandes à l'époque. Il y a deux façons de le présenter. Il y a la façon, je dirais, s'ils existaient à l'époque, voici Closer. Bam, pleine page, couverture. Et là, Roger Théron a fait vraiment très astucieux sur cette couverture. Il met un portrait de François Mitterrand, gros plan serré, et une fenêtre où on voit cette photo. Est-ce qu'on est dans le photojournalisme, quand Match publie une photo de la fille cachée de Mitterrand, c'est toujours compliqué parce que, en tout cas, c'est une information. Je ne pense pas que les gens soient en droit de savoir. En tout cas, c'est une information qui arrive. Donc, je ne sais pas. En tout cas, la photo existe. Le problème, c'est de savoir si on la montre ou pas, quoi. C'est ça. C'est pas mon domaine. Moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ce genre de considération. Je pense que j'ai fait une fois de la planque. Parce que j'étais tout jeune et puis je me cherchais, et puis on m'avait dit saper beaucoup. Et puis il y a le prince consort de Hollande qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique en Suisse, et où j'avais passé, je m'étais fondu au milieu des fous, quoi, avec mon appareil photo, et où j'avais réussi à avoir la photo, et où effectivement ça m'avait rapporté beaucoup d'argent. Mais en me disant, je me disais que bon, moi, j'étais pas monté à Paris pour ça, quoi. La vraie paparazzade, qu'on la définisse, c'est donc une photo qui est totalement volée. Et ça correspond à une scène de vous-même que vous ne voulez pas montrer. Ça, c'est un peu la définition. Alors, c'est appliqué beaucoup sur des personnages people, des stars, starlettes de cinéma, etc. En politique, beaucoup moins, parce que c'est pas la nature du traitement de la politique.
En 2014, une vraie paparazzade surprend le président Hollande sur un scooter alors qu'il rejoint Julie Gaillet. Avec cette une, Closer double ses ventes et c'est une déflagration pour l'image du président. Est-ce que je l'aurais publiée? Elle est intéressante, cette photographie. Bon, elle était beaucoup publiée, donc ça montre que, voilà, qu'il y avait un intérêt. C'est quand même le président en exercice qui prend ce risque de se balader en scooter avec un casque pour retrouver une amie de cœur. Bon. Donc, c'est lui qui se met dans cette situation. Est-ce qu'il faut la montrer? On dit toujours que le respect, mais ça c'est pour tout le monde, ça s'arrête à la porte de la maison, pour ne pas dire à la porte de la chambre. Mais là, on est dans un lieu public, en scooter, président de la République. Oui, ben, je vous réponds, oui, je l'aurais publié. Et alors, est-ce que la photo de Hollande sur son scooter, c'est du photojournalisme? Pareil. Pareil, pareil, Hollande sur son scooter, est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une info? En tout cas, c'est une info. En tout cas, on ne peut pas dire que ça n'a pas été reçu comme une info. On en a parlé pendant... Enfin, on en parle encore. Voilà, et puis c'est une info, quoi. C'est quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on sait d'un coup, comme ça, évidemment. Le problème, c'est que la communication politique a très bien compris, très bien analysé, et s'est complètement approprié tous ces codes de cette photographie-là. Aujourd'hui, quand un politique vous ouvre la porte, quand vous rentrez, en fait, les trucs sont quand même assez organisés. Alors, organisés, ça ne veut pas dire qu'on a mis les comédiens à droite à gauche, hein. Mais vous avez un communicant qui a checké que là, il n'y avait rien de gênant, de problématique. Comme on est tellement surveillés et qui sont tellement sous les feux des réseaux sociaux, de tout ça, que maintenant, même quand on vous ouvre la porte sur une réunion dans un bureau, c'est un peu sceptisé, quoi. Voilà. Il n'y a plus de prise de risque. Vous savez, il y a un grand photographe de Magnum qui s'appelle Diego Goldberg, qui a fait d'excellents reportages sur le président Mitterrand. Et il expliquait justement quel était son rôle. Et il disait, la vérité, c'est que le chorégraphe, c'est Mitterrand. Je ne fais que danser au son de l'image qu'il veut donner de lui. Dans un documentaire sur François Mitterrand, Diego Goldberg raconte d'ailleurs une des photos les plus marquantes qu'il ait prises du président et comment celui-ci l'a sciemment construite. On marche en silence, comme ça. Et à un moment donné, on arrive à une clairière. Et je me suis dit, peut-être c'est un bon endroit pour faire une image. Et je commence à lui dire, est-ce que peut-être on peut s'arrêter ici? Et il me dit, mais très court, il me dit, non, vous restez là. Et il part. J'entends des bruits comme si quelqu'un marchait sur l'eau. Et j'essaye de voir d'où ça vient le son. Et je vois qu'il y a un ruisseau en bas. Et à ma surprise, qu'est-ce que je vois? Au fond du ruisseau, il vient. Il marche sur l'eau avec ses bottes jaunes, son foulard rouge, son manteau, son chapeau. Et c'est une... Je ne crois pas à mes yeux, je descends. Je change d'optique parce qu'il était loin. Je prends un long objectif et je fais 4 ou 5 images. Étonné, surpris et en même temps heureux parce que je me rends compte que c'est une image vraiment extraordinaire, inhabituelle de voir un président de la République faisant ça. Et voilà, c'est cette image. En fait, je crois que c'est lui qui a construit cette image. C'est au début de son mandat. C'est une façon de dire... non, voilà ce que je suis. L'homme grave, sérieux, solitaire. Je crois qu'il voulait surtout ça. En 2007, quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il décide de créer une image très éloignée de celle de ses prédécesseurs. Pour le faire, il choisit Philippe Varin, un photographe plus habitué des people que des politiques, puisqu'il est entre autres le photographe officiel de la Star Academy. Philippe Varin, c'est un bon photographe, hein, je ne suis pas en train de... mais disons que c'est pas voilà, les Depardon, Gisèle Freund. Bon.
Mais ça, c'est un choix de fidélité. Voilà. Philippe Varin travaillait beaucoup avec le couple, il avait une proximité professionnelle aussi avec Cécilia, donc il a la photo, ouais, c'est bien, il n'y a rien à dire, elle est impeccable. Le plus étonnant, c'est quand même le choix de Sarkozy de retourner dans la bibliothèque avec ce portrait qui, pour moi, est le moins réussi de tous. Parce en fait, le personnage est posé devant cette bibliothèque de manière un peu étrangère. Ces deux drapeaux sont beaucoup trop grands. Il y a le reflet sur la reliure du livre qui est totalement collé au visage qui, pour moi, m'attire l'œil tout de suite. C'est vraiment une pâle copie de ce qui a pu être fait en termes de photos officielles dans la bibliothèque et vraiment, vraiment pas réussi. Je connais pas Varin et j'ai pas de grief, hein, mais c'est... Alors après, ça correspond à ce qui s'est passé dans le monde là, c'est-à-dire que c'est le clinquant, c'est bling bling, c'est effectivement, c'est l'époque de la télé-réalité. C'est déjà à Philippe Varin qu'il avait confié son affiche de campagne. Et c'est encore lui qui immortalisera la famille Sarkozy le jour de l'intronisation. Et ce genre d'homme politique, il va au plus court. Efficace, rapide, et il a confiance. Hier, pour le cliché qui sera dans toutes les mairies et bâtiments officiels, la séance de pause a duré 20 minutes chrono. Je sais qu'avec lui, il faut travailler vite, parce qu'il pose, il vous donne tout ce que vous voulez, mais c'est très court. Je sais qu'il aimait la bibliothèque, qu'il voulait le drapeau français. Voilà, on lui a proposé le drapeau européen, il a trouvé que c'était une très bonne idée. Et voilà comment la photo s'est montée. On a beaucoup reproché, par exemple, à Nicolas Sarkozy d'avoir rendu sa fonction trop people, en posant dans le bureau avec Carla Bruni, ou quand il était à la mairie de Neuilly. Là, il s'était vraiment inspiré de John Kennedy avec son fils qui était sous le bureau. Enfin, voilà. Il a eu beaucoup de reproches. Mais c'est pas lui qui a inventé ça. C'est Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort du général de Gaulle avec son épouse, Yvonne, en toujours 3 mètres derrière, avec son petit sac. Et là, tout d'un coup, Claude Pompidou, elle est là, elle est omniprésente. C'est comme Kennedy avec Jackie Kennedy. C'est presque un étendard, sa femme. L'élégance, les fameux, tout le monde veut s'habiller, tout le monde veut se coiffer comme Jackie Kennedy. Donc, il se sert de ça. Pour atteindre la présidence, Nicolas Sarkozy a compris très tôt l'intérêt de mettre en avant sa vie personnelle, familiale, et surtout sa femme, Cécilia. En 2005, comme un boomerang, il paye le prix de cette exposition. Match publie à sa une photo de Cécilia, en compagnie de Richard Attias, son amant. Le journal atteint des records de vente. Au mois de mai 2005, c'est 2005, on apprend que Cécilia Sarkozy et Nicolas Sarkozy ont un problème, une séparation. Le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas président à l'époque, le dit lui-même aux Français. Oui, j'ai un problème de couple, comme certains Français peuvent avoir. Comme des millions de familles, la mienne a connu des difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train de les surmonter. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne le pense pas. Simplement, le fait d'avoir mis en avant le rôle de votre femme depuis longtemps, à vos côtés dans votre carrière, elle est aussi votre chef de cabinet, et donc d'avoir effacé en partie la frontière vie publique, vie privée, est-ce que ça vous expose pas forcément à ce type de réaction? Bien sûr, vous savez, je ne suis pas le premier à travailler avec son épouse. Cécilia, je lui dois énormément. Cécilia compte beaucoup pour moi, chacun le sait. Je crois que la réciproque est également vraie. Mais je ne pense pas que cela mérite qu'on dise des choses, la plupart du temps d'ailleurs inexactes, qui lui manquent beaucoup de respect, qui la font souffrir. Toute la presse française, mais aussi mondiale, s'empare du sujet. Je me souviens de grandes enquêtes dans l'Obs ou dans le magazine Elle ou autres qui parlaient d'un grand portrait de Cécilia Sarkozy. Elle a choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Enfin bref, c'est là, quoi. On passe en été, donc c'est la rubrique de l'été. Et Match, qui est un journal qui écrit beaucoup avec la photographie, et le texte est plutôt derrière, on ne sait pas trop quoi faire. Mais on a plein de photos qui arrivent, sans arrêt, de paparazzi ou de photographes qui photographient Cécilia Sarkozy et Richard Attias. Et eux-mêmes se mettent dans la situation d'être photographiés. C'est-à-dire quand ils louent une voiture décapotable,
Il s'expose. Donc ces photos-là, elles arrivent. Toutes les semaines, elles arrivent à Match. Et on ne publie pas. Bon. Et à un moment, donc on est en septembre, donc après les vacances, on a l'information que le Sunday Times a acheté une série de photos et va faire sa une dans quelques jours. Et là, on décide de tout casser et de mettre cette photo. Nicolas Sarkozy ne supporte pas de voir s'écrouler une image patiemment construite. Il connaît bien le propriétaire de Paris Match, Arnaud Lagardère, et demande alors le départ du directeur de la rédaction. Il l'obtient. Alain Genestar devra démissionner. Ironie de l'histoire, Pascal Rostin, le paparazzi responsable de cette fameuse photo, est un ami de Carla Bruni. Et quelques mois plus tard, il prendra cette image du couple dans le bureau de l'Élysée. Je ne sais pas ce que c'est une stature présidentielle, j'ai du mal à le définir. En tout cas, quand Sarkozy arrive à l'Élysée en 2007, il a été ministre de l'Intérieur et en éclipsant à peu près tous les autres membres du gouvernement avant. Il a conquis l'UMP, il a fait quand même l'union de toutes les droites. Il arrive bardé de pouvoir et puissant. Est-ce que ça donne une stature présidentielle ? C'est difficile à dire. On voyait un homme politique qui était un peu, comment dirais-je, soit fanfaron, soit sautillant. Et là, on a vu un président de la République agissant. C'est les événements qui déclenchent justement la dimension. Donc c'est la grande crise économique, financière, donc c'est de 2008. Et on a vu que toute cette énergie, ça pouvait mobiliser l'Europe, avec Merkel, tout ça. Il a vraiment fait des choses. Et le deuxième événement, c'est la crise en Géorgie, où là, c'est pareil, il prend une stature. Et s'il restait une photo de Nicolas Sarkozy ? Ce que je viens de dire sur les deux crises internationales, il n'y a pas vraiment d'image, ou ça, des images figées. C'est plutôt une photo de lui, cette volonté de toujours se faire photographier en train de courir, en train de faire du vélo, en train de monter les marches de l'Élysée. Et c'est tout à fait lui, ça. Et je crois qu'il aimait se faire photographier comme ça. Là, typiquement, cette image de Sarkozy, elle a l'air de rien comme ça, mais elle est historique. On est le premier jour du mandat de Nicolas Sarkozy, le lendemain de la passation de pouvoir. Et on est dans la cour de l'Élysée, c'est le perron de l'Élysée. Et on se passe des coups de fil avec des confrères photographes et on apprend qu'en fait, il est parti faire le fameux footing avec François Fillon dans le bois de Boulogne. Et puis d'un coup, on entend les sirènes du cortège présidentiel qui arrivent. Et là, on s'est tous regardés en se disant « mais ils vont pas nous déposer au milieu de la cour comme ça ». Et en fait, si. On a vu le cortège arriver au milieu de la cour présidentielle, la porte s'ouvrir et le président partir en petite foulée et monter les marches 4x4 pour rentrer dans l'Élysée. Et une fois qu'on a fait cette série de photos, on s'est regardé en se disant « mais c'est complètement incroyable ». C'est la première photo d'un président en exercice sur les marches du perron de l'Élysée, en short tennis. Alors, il a le total look Nike avec la Breitling et le Blackberry à l'époque. Ils nous l'ont jamais refait. Pour le coup, les communicants n'ont pas remis en scène cette image tout le reste du mandat parce que je pense qu'il y avait une petite limite. Nous, on a fait à Libération la une avec cette photo quelques jours après. Voilà, et c'est anecdotique et en même temps, ça correspond bien à ce qu'était le personnage et ce qu'allait être aussi, encore une fois, son mandat, c'est-à-dire la volonté de casser les codes de la présidence, se démarquer totalement de Chirac, voilà, sur un mandat vieillissant et finissant, et ça correspondait à sa campagne, menée à vitesse grand V. Et quelle image il reste aujourd'hui de Nicolas Sarkozy ? Quelqu'un très efficace au niveau des médias, au niveau aussi de l'image qu'il a donnée. Il nous a énormément offert, hein, enfin aux lecteurs, je parle. Alors par contre, Pompidou, lui, il a voulu changer son image. Sarkozy, il n'a rien voulu changer du tout. Je suis Nicolas Sarkozy, je suis comme je suis, voilà, tout comme ça. Et alors, s'il devait rester une photo ? Nicolas Sarkozy... C'est vrai que j'aime beaucoup... c'est vrai que la photo quand même de Rostin dans le bureau présidentiel avec elle assise sur la coudoir. Il y a une photo que j'aime bien aussi de Nicolas Sarkozy, et là je dirais presque... Elle est presque naturelle.
Il est assis à son bureau, il est en chemise, et il a le téléphone, vous savez, que tu vois quand vous parlez, puis vous mettez le téléphone comme ça, en attente. Vous le posez sur l'épaule, et puis vous... Ça, c'est une photo que j'aime bien parce qu'elle est, elle est très naturelle. Il y a une photo très naturelle de Nicolas Sarkozy, c'est quand il est avec François Hollande à Match. Ah oui. Oui, alors ça, c'est une série qui a été faite pour nous. Hein, ça se passe dans les studios de photos, dans les locaux de Match. Ils ne sont pas encore candidats, hein, tous les deux. Hein. On les a fait venir tous les deux pour commenter la société française. François Hollande, ce qu'il faut savoir, enfin, les gens le savent, mais il est très drôle. On les met en place, voilà, éclairage, on règle, ils sont tous les deux comme ça, puis d'un coup, ils commencent à se parler, et puis là, ils éclatent de rire tous les deux. Bam! Et là, c'est une photo magique. Ce qui restera à l'apparition, c'est les deux hommes sérieux qui regardent, puis après, on a passé tout le making-of, quoi. Et là, on voit ces photos où ils rigolent tous les deux, et je pense, c'est ces photos-là qui resteront dans l'histoire. Hein. Ouais. C'est quand ils éclatent de rire tous les deux. La complicité ne durera que le temps d'un cliché. Quelques années plus tard, alors qu'ils se font face pour la présidentielle de 2012, François Hollande prend le contre-pied du président sortant et joue la carte de la normalité. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République. Nicolas Sarkozy avait choisi le Fouquet's pour célébrer sa victoire. François Hollande fait un choix bien différent. Il a promis une forme de normalité, proche des gens. Alors c'est sur la place de Tulle que le candidat tout juste élu offre sa première image. S'il y a un truc à pas rater quand tu cours une campagne, c'est bien la dernière photo, c'est la photo de la victoire. D'abord, il faut s'arranger pour être derrière le vainqueur ou celle qui a gagné. Et surtout pas rater cette image qui va forcément être utilisée par le journal pour lequel tu travailles le lendemain à une ou en très grande dans la page, etc. Bref, t'es là pour ça, t'es là pour pas rater cette image. Alors j'étais là ce soir-là et c'était un moment un peu compliqué. Hein. Ça n'a pas été. Moi, j'ai pas des très bonnes photos sur ce moment-là. La lumière est pourrie, le moment est pourri, il y a trop de monde. Je pense que tous, on n'a pas des images hyper satisfaisantes de ce moment-là. Après le vote le matin, je sais que je suis resté pendant 11 heures sur un praticable. François au pouvoir, Sarkozy à l'abattoir. Le changement, c'est maintenant. Je suis parti un peu dans la foule pour faire 2-3 photos des gens. Puis je suis retourné là à attendre cette image. Moi, j'avais pas eu la bonne place à ce moment-là. J'avais décidé d'être devant sur le premier rang sur les barrières. Et puis, à un moment, j'ai vu des membres du service d'ordre du Parti socialiste disparaître et être remplacés par des policiers. Et ça participe au changement de stature, évidemment, et où on se dit, ah ben là, on ne s'appartient plus, en fait. Cette image, c'est un miracle. C'est un miracle parce qu'ils sont arrivés, il y a eu cet air d'accordéon, il y a eu ces pas de danse, etc. Vers 2h, 3h du matin, j'ai commencé à retrier mes photos et a surgi cette image qui... Alors, elle était parfaitement éclairée. Pourquoi? Parce que t'as un flash qui monte de la foule, comme ça. T'as ce drapeau qui se baladait, mais t'as cette air comme ça, très hollywoodienne de Valérie. Et le lendemain, la photo paraît en une du journal, comme ça, en pleine page. La semaine suivante, j'ai reçu un coup de fil d'une communicante proche du couple présidentiel qui m'a dit, vous savez, le président aime beaucoup votre image. Ah bon? Moi, c'était la première fois que j'avais un contact comme ça avec le pouvoir. Et alors, ils aimeraient bien un tirage, etc. Bon, alors je savais pas trop s'il fallait faire un grand tirage, un petit tirage. Finalement, j'ai fait un grand tirage, un petit tirage. Et j'ai su très très vite que le petit tirage s'est retrouvé encadré dans le bureau de Valérie Trierweiler et le grand était sur la cheminée du président. Il est resté longtemps, jusqu'au jour où il y a eu cette affaire du scooter, la séparation du couple. En plein été, il accorde une interview au Monde et on se retrouve dans son bureau. Je dis, mais je suis content de savoir qu'elle est toujours là, quoi.
Ah, il me dit, vous savez, malgré tout, c'est la photo de la victoire, etc. Voilà. Bon, et puis, 15 jours après, sortait le livre de Valérie Trierweiler où là, la photo, elle a disparu de la cheminée. Et après, j'imaginais ma photo dans un carton dans les sous-sols de l'Élysée. Tu vois, voilà, quoi. Le jour de l'investiture, Jean-Claude Coutos photographie le président qui remonte les Champs-Élysées sous la pluie. Il est trempé. Cette image le poursuivra tout son mandat. Mais François Hollande assume. Il veut donner l'image d'un homme normal. Il confie d'ailleurs son portrait officiel à Raymond Depardon, un photographe à la carrière immense, connu entre autres pour son travail sur la ruralité et la vie ordinaire. Le portrait fait parler. Beaucoup le jugent raté. Hollande est quelqu'un qui s'échappe en photographie et qui déteste poser. Moi, je l'ai photographié 3-4 fois dans des portraits posés. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, il pense à autre chose, il est ailleurs. Ça ne l'intéresse pas. Il est beaucoup plus intéressant à photographier dans une dynamique quand il passe. Donc, moi je ne crois pas que ce portrait est raté. Il correspond à un moment, à quelque chose, à un personnage. Elle est fidèle au personnage? Ouais, je crois. Quand on choisit Raymond Depardon, on choisit un des plus grands photographes français et documentaristes en activité. C'est le travail sur les paysans, c'est le travail sur la politique, sur la France depuis des années et des années. Donc il y a quand même quelque chose qui a du sens, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fabrication de président normal? Alors, il a choisi cela pour... il pensait que c'était un bon positionnement. Ça a payé? Ça a payé parce qu'il a été élu. Et après, la normalité n'a pas été acceptée. C'est-à-dire que on est en France, on est sous la Ve République, on a un président élu avec beaucoup de pouvoir. Ça n'a aucun rapport avec un roi ou une reine, mais malgré tout, le prestige du président de la République est très très fort. Ceux qui l'aiment pas disent qu'il est mou, ceux qui l'aiment bien disent qu'il est juste. Il reste pas une image figée de lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui m'a fait dire qu'il était plutôt... C'était quelqu'un de simple et de... Mais est-ce qu'il en restera dans 10 ans? Est-ce qu'il restera une image de Hollande? Non, mais en 10 ans, c'est comme... c'est comme ceux qui à la mort de Chirac, qui étaient justement nostalgiques des années Chirac. C'était les mêmes qui allaient voter Chirac avec une épingle à linge sur le nez. Le problème, c'est pas forcément l'image du président, c'est ce qu'on était nous-mêmes il y a 10 ans. Tu comprends? Il y a 10 ans, c'était mieux parce qu'on était plus jeunes, etc., etc. Voilà, Hollande aussi, c'est trop tôt. Il y aura des nostalgiques des années Hollande, comme il y a des nostalgiques maintenant des années Chirac, quoi. En 2014, un visage est de plus en plus présent dans l'œil des photographes. Monsieur Macron, s'il vous plaît, Monsieur Macron. Emmanuel Macron vient alors d'être nommé ministre de l'économie. On a une sortie de Conseil des ministres et François Hollande sort pour vraiment faire une image avec Emmanuel Macron, quoi. C'est vraiment... c'est comme s'il le présentait à tout le monde. Regardez, il descend les marches comme ça et en fait, c'est lui qui tient le bras de Michel Sapin. Et en fait, il prend les rênes. C'est-à-dire que tout de suite, il ne se laisse pas prendre le bras. Il reprend le bras de Michel Sapin. Et c'est lui qui dirige. Et je me suis dit, voilà, assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le type était en train de... La créature était en train de leur échapper, quoi. Il reste un peu moins de 5 ans à Emmanuel Macron pour ciseler son image de président. Il pourra choisir le cadre, la lumière, le temps d'exposition peut-être. Mais il y aura toujours quelque chose qui lui échappera.
Et quand le temps l'aura patiné, nous pourrons enfin savoir quelle image il aura laissée.